Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre pendant que tu épuises tes forces à essayer de tout contrôler. S'accrocher à chaque attente, se forcer à répondre à chaque stimulus, porter le poids de ce que tu ne peux pas changer. C'est le mécanisme invisible qui nous maintient épuisés, tendus, toujours en mode survie. On nous a appris qu'il faut résister, que la force réside dans l'endurance, mais personne ne parle du coup psychologique de vivre toujours en alerte. Il ne s'agit pas de se rendre face à la réalité, mais d'entraîner l'esprit à distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qui mérite ton énergie de ce qui ne fait que l'épuiser. Le stoïcisme n'est pas de la résignation, c'est une discipline brutalement honnête. Personne ne viendra te sauver de ton propre épuisement. La responsabilité de prendre soin de ton état intérieur t'appartient uniquement. La clarté n'arrive pas par accident, elle se construit avec discipline. Si tu continues à parier toute ta vie sur le contrôle, tu vas perdre quelque chose de plus important, ta tranquillité, ton énergie, ta capacité à agir avec fermeté. Le but n'est pas d'échapper à la douleur, ni de prétendre que tout est facile, mais de cesser d'alimenter la tension inutile qui te maintient piégé dans des cycles d'épuisement. Combien de temps vas-tu encore continuer à payer cette dette intérieure? Aujourd'hui, tu vas apprendre à lâcher prise sur ce qui ne soutient pas, à te prioriser sans culpabilité et à cesser de négocier ton bien-être. Tu n'es pas venu dans ce monde juste pour endurer. Tu es venu pour vivre avec clarté. 1. Choisis tes batailles avec sagesse. La vérité est celle-ci. Tu t'épuises dans des combats qui ne servent à rien, gaspillant ton énergie dans des discussions inutiles, obsédé par le besoin d'avoir raison sur des sujets sans importance et accroché à des problèmes qui ne te concernent pas. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est toi, choisissant mal où tu mets ta force. Il y a des gens qui confondent résistance avec courage et épuisement avec engagement. Ils s'inventent des obligations, portent des responsabilités qui ne leur appartiennent pas, puis se demandent pourquoi il ne leur reste ni énergie, ni clarté, ni envie de quoi que ce soit. Ce n'est pas noble de se battre à chaque bataille. C'est de la maladresse. La maturité ne se mesure pas à combien de fronts tu peux ouvrir, mais à combien tu sais fermer à temps. Il faut avoir l'honnêteté brutale de se demander « Est-ce que cela vaut vraiment le prix de ma paix mentale et de mon énergie ?» La plupart ne se le demandent même pas, car ils ont peur de paraître lâches ou égoïstes. Mais la réalité est que les gens qui ne choisissent pas leur bataille finissent par être esclaves des circonstances, marionnettes des impulsions des autres, otages de leur propre incapacité à lâcher prise. Beaucoup de gens vivent piégés dans l'idée que renoncer, c'est échouer. Ils ne comprennent pas que renoncer à un combat stérile n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer les problèmes, mais d'apprendre à discerner. Te rends-tu compte combien de fois tu t'es épuisé pour des choses qui, au fond, ne changent rien d'essentiel dans ta vie? Tu as perdu des journées entières à ruminer des commentaires insignifiants, à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, à te défendre contre des attaques qui ne méritent même pas une réaction. Chaque fois que tu fais cela, tu hypothèques ton énergie vitale. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens vide, anxieux, saturé. Le problème n'est pas le monde. C'est toi sans filtre, sans priorité, sans discipline intérieure. Celui qui s'épuise dans tout finit sans force pour ce qui compte vraiment. Ne confonds pas être en alerte avec être vivant. Vivre en alerte tout le temps, comme si tout était une menace, te transforme simplement en quelqu'un de réactif, incapable de profiter même de 5 minutes de calme. Crois-tu vraiment que tout mérite une réponse ? Que ton opinion est indispensable dans chaque conversation? C'est l'ego qui parle, pas la sagesse. Celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le prouver à chaque instant. Tu n'as pas à prouver ta force à chaque affrontement, ni ton intelligence à chaque débat. Apprendre à choisir tes batailles, c'est reconnaître que ton attention et ton énergie sont des ressources limitées, et que les gaspiller est une forme d'auto-trahison. Choisis bien et tu te libères.
Choisis mal et tu seras esclave de ta propre impulsivité. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ni ceux qui encaissent le plus de coups. Ce sont ceux qui savent quand se taire, quand s'éloigner, quand investir leur énergie et quand laisser les choses passer. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de sortir victorieux de chaque conflit. Tu as plutôt besoin de la lucidité de dire « Je ne vais pas me battre pour cela, car cela ne mérite pas mon épuisement ». Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'économie émotionnelle. Tout ne mérite pas ta réponse, toute provocation ne mérite pas ton énergie. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans l'esprit, car c'est seulement ainsi que tu peux cesser de vivre en mode urgence et commencer à exister avec clarté, avec focus, avec sérénité. Choisis tes batailles avec sagesse, ou tu finiras vide, brûlé, et sans rien qui vaille la peine d'être défendu. Le soin de soi commence par la discipline de ne pas laisser n'importe quoi prendre le meilleur de toi. Ton énergie t'appartient, ne la gaspille pas pour des futilités. 2. Lâche ce qui épuise ton énergie. Tu te lèves et avant même de sortir du lit, ta tête est déjà en train de passer en revue une liste interminable de tâches à accomplir, de préoccupations et de problèmes non résolus. Pendant que tu t'habilles, tu te souviens d'une conversation inconfortable, d'une erreur d'il y a des semaines, d'une promesse que tu as acceptée juste par engagement. En arrière-plan, l'esprit répète que tu dois être au courant de tout, répondre à chaque message, ne laisser passer aucun signe que quelque chose pourrait mal tourner. Tu portes cette pression invisible, comme si céder à quelque chose était un grave défaut. Et ainsi, la journée à peine commencée, tu ressens déjà le poids d'une fatigue qui n'est pas physique mais mentale. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une usure silencieuse qui s'accumule chaque fois que tu refuses de lâcher ce qui t'épuise. Le piège est subtil. On nous a appris à confondre tenir bon avec avancer et à reporter le repos avec montrer de la force. Il y a un mécanisme interne qui te fait croire que si tu ne portes pas tout, quelque chose va s'effondrer. Que si tu ne contrôles pas chaque détail, les choses s'écroulent et tu restes exposé. Cette anxiété de ne pas lâcher a des racines profondes, peur de décevoir, d'être perçu comme faible, que le monde continue de tourner sans que tu le pousses. Mais vivre ainsi, c'est comme payer une dette émotionnelle qui ne se termine jamais. Tu t'endettes envers toi-même chaque fois que tu acceptes le rôle du sauveur, de celui qui peut tout faire, de celui qui ne se permet pas de baisser la garde, ne serait-ce qu'une seconde. Cette posture, loin de te rapprocher de la force, t'éloigne de la paix et de la clarté. Au fond, ce qui épuise, ce n'est pas l'effort ponctuel, mais la résistance prolongée. Tu accumules des tensions inutiles parce que tu ne te donnes pas la permission de laisser aller ce qui ne te concerne pas. Tu t'accroches à des attentes des autres, à de vieux problèmes, à des erreurs qui ne peuvent plus être réparées. L'esprit, sans discipline, reste accroché à l'analyse interminable, à la révision de scénarios qui n'existent pas, à l'obsession que seule la perte d'énergie peut te permettre de garder le contrôle. La vérité est plus simple et plus dure. Lâche ce qui te draine ou tu vas te vider de l'intérieur. Personne ne te rendra les heures mentales que tu gaspilles en culpabilité, en ressentiment, en essayant de changer ce qui est déjà passé. Lâche le besoin de comprendre chaque motif, de justifier chaque réaction, de toujours bien paraître. Tu n'as pas à déchiffrer la psychologie de tout le monde, ni à résoudre chaque conflit ouvert. Charger moins n'est pas être irresponsable, c'est commencer à être sélectif avec ton énergie. Les gens qui vivent épuisés ont souvent tendance à croire que se reposer est un luxe, alors qu'en réalité, c'est une obligation. Lâcher n'est pas perdre, c'est récupérer de l'espace intérieur. C'est une phrase que tu dois te rappeler chaque fois que l'esprit veut revenir à la tension automatique. Le stoïcisme t'invite à identifier ce qui t'appartient vraiment et ce qui n'est qu'un poids hérité des autres, de ton passé, de normes qui ne servent plus. La fatigue chronique ne se guérit pas par plus d'efforts, mais par des renoncements intelligents. Si tu as du mal à laisser aller, examine quelle est l'idée qui t'en empêche. Crois-tu que lâcher, c'est échouer? Que se reposer équivaut à abandonner? Ces croyances sont des filtres toxiques qui déforment ta vision de la vie.
Il ne s'agit pas d'éviter des responsabilités, mais de discerner celles qui te appartiennent vraiment et celles qui occupent simplement de l'espace que tu pourrais utiliser pour construire, créer ou simplement être en paix. La prochaine fois que tu ressentiras de l'épuisement, demande-toi quelle partie de cette fatigue est évitable si tu lâches ce qui ne s'ajoute pas. Personne ne reconnaîtra ton sacrifice inutile. Seul toi peux décider quand cela suffit. L'énergie que tu récupères en lâchant est celle qui te permet ensuite de résister à ce qui compte vraiment. Tu n'es pas plus fort en portant tout, mais en sachant lâcher à temps. 3. Priorise ton état intérieur sans culpabilité. Il y a quelque chose d'inconfortable que presque personne n'admet. On nous a appris à ressentir de la culpabilité chaque fois que nous priorisons notre équilibre au-dessus des attentes des autres. C'est presque automatique. À peine te permets-tu de poser une limite, surgit le soupçon de faillir à quelqu'un, d'être insuffisant, d'agir par égoïsme. Le mécanisme est brutalement efficace. Il te sabote de l'intérieur, associant le soin de soi à la trahison, le repos à la paresse et le calme à l'indifférence. Ainsi, tu finis par vivre avec le pilote automatique à l'extérieur, régulant tes émotions selon les demandes externes, comme si ton bien-être était toujours secondaire ou, pire encore, un obstacle pour les autres. Il n'est pas facile de désactiver cette programmation. Tu portes des années de conditionnement où la validation externe pèse plus que la paix intérieure. Mais si tu l'analyses, tu te rends compte que ce modèle ne produit que de l'épuisement, du ressentiment et une version déformée de qui tu es. La racine du problème est claire. On t'a convaincu que ta valeur dépend de combien tu cèdes, de combien de fois tu remets tes propres besoins pour soutenir les attentes des autres. Au final, le résultat est prévisible, une sorte d'auto-abandon chronique où tu t'habitues à fonctionner en déficit émotionnel, accumulant fatigue et frustration, tout en faisant semblant d'être fort. Ce schéma te rend fonctionnel, oui, mais jamais complet. Le prix est trop élevé et presque toujours invisible. Des fractures internes qui ne se manifestent que lorsqu'il est trop tard. Lorsque le corps et l'esprit commencent à faire payer leur dû sous forme d'épuisement, d'irritabilité ou de déconnexion. Prioriser ton état intérieur n'est pas un caprice. C'est un acte de survie psychologique. Celui qui ne prend pas soin de lui se perd. Le stoïcisme ne parle pas de devenir insensible, ni de vivre protégé contre le monde, mais de développer un type de clarté qui te permet de distinguer entre les problèmes que tu dois résoudre et les drames qui n'existent que pour te drainer. C'est une discipline de sélection presque chirurgicale, identifier quelles tensions méritent ton attention et lesquelles occupent simplement de l'espace mental sans rien apporter de réel. Ici, l'auto-indulgence ne sert à rien, mais le rigueur de te demander « Est-ce que cela qui me demande tant m'appartient vraiment ou est-ce que je le porte par habitude ?» Lorsque tu t'entraînes à cette honnêteté, tu commences à remarquer combien de devoirs, d'opinions et de conflits ne sont pas les tiens, mais des héritages émotionnels ou des mandats sociaux qui ne résistent pas à l'analyse. L'état intérieur est ta ressource la plus rare et par conséquent la plus précieuse. Tout ce que tu penses, choisis et ressens passe par ce filtre. Si tu l'ignores, tout se contamine. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est la vérité que personne ne veut voir lorsqu'il insiste pour prioriser l'extérieur. Les gens pensent que sacrifier leur calme est noble, mais la réalité est que cela ne fait que multiplier le chaos. Prioriser ton équilibre ne te rend pas moins généreux, mais plus lucide. Depuis la sérénité, tes décisions pèsent plus, ta parole a plus de valeur, et ta présence n'est pas une réaction automatique, mais un choix conscient. Tu n'as pas besoin de permission pour prendre soin de toi. Tu n'as pas à justifier chaque repos, ni à expliquer chaque silence. Arrête de t'excuser pour protéger ton bien-être. Celui qui s'offense parce que tu priorises ta santé mentale révèle plus sur sa propre carence que sur ta responsabilité. Le soin de soi n'est pas négociable, c'est le fondement à partir duquel tu peux soutenir n'importe quel lien ou projet sans te vider. La culpabilité est le prix que tu paies pour ne pas te mettre en premier.
Mémorise cette phrase et utilise-la comme alarme interne chaque fois que des doutes ou des pressions externes te submergent. Le monde ne va pas s'arrêter pour te donner de l'espace. Cette tâche t'appartient. Si tu attends que les autres comprennent ton besoin de pause, tu vas continuer à sacrifier ton équilibre au nom d'une empathie mal comprise. Ce n'est que lorsque tu prends le contrôle et priorises ton état intérieur sans culpabilité que tu peux commencer à vivre avec clarté et force réelle. Le reste n'est qu'une survie déguisée en dévouement. 4. Repose-toi sans te sentir en dette. Il y a des jours où le corps ressemble à un compte bancaire dont tout le monde veut retirer de l'argent, mais toi seul sais que le solde est dans le rouge. Tu regardes tes propres mains et tu remarques le tremblement subtil. Cette fatigue qui ne s'explique pas par des heures de sommeil perdu, mais par l'usure invisible de se sentir obligé de performer, d'être disponible, de ne pas décevoir. Le véritable repos n'arrive pas, parce que, même lorsque tu t'arrêtes, l'esprit continue de calculer ce que tu devrais être en train de faire. Les épaules s'affaissent, les paupières pèsent, mais à l'intérieur, une alarme est allumée, comme si faire une pause d'une seconde était dangereux, comme si s'asseoir pour respirer était une dette difficile à justifier. C'est ainsi que fonctionne l'épuisement chronique. Il n'a pas besoin de grandes tragédies, juste de la pression constante de ne pas te permettre de baisser la garde. Le problème est que tu associes le repos à un permis que tu n'as pas, comme si t'allonger 5 minutes était une faute éthique, comme si ta valeur était liée à la quantité d'épuisement que tu peux supporter sans te briser. Tu traverses la vie avec le front plissé, le geste tendu, la mâchoire serrée, te déplaçant entre les tâches comme si tu remboursais un prêt éternel qui ne se termine jamais. Le corps demande une trêve et tu lui réponds par plus de café, plus de distractions, plus d'excuses pour ne pas t'arrêter. Mais chaque fois que tu repousses le repos, le prix augmente. Tu deviens irritable, tu perds en précision, l'esprit s'embrouille et la journée devient une pente interminable. Se reposer n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est une vérité que tu devrais te rappeler chaque fois que la culpabilité essaie de s'asseoir à tes côtés. Il y a une programmation profonde qui te pousse à sentir que tu ne mérites pas cet espace, que si tu t'arrêtes, tu es en dette envers quelqu'un, envers toi-même ou envers le monde. Mais personne ne viendra te récompenser pour ton sacrifice silencieux, ni te rendre les minutes de clarté que tu as perdues en te refusant le repos. Le stoïcisme t'apprend à identifier quand la fatigue n'est plus seulement physique, mais un symptôme que tu as franchi la limite entre l'effort et l'abandon de soi. S'observer avec une brutalité honnête fait partie du processus. Détecter quand ton corps demande une pause, quand l'esprit devient hostile par excès d'exigence, quand l'humeur s'assombrit parce que tu es tout simplement épuisé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de survie. Tu ne peux pas soutenir le monde si tu es toi-même en train de tomber. La clé est d'apprendre à te reposer sans te sentir en dette. Cela implique de t'asseoir, de fermer les yeux, de lâcher ton téléphone, de laisser le silence entrer même si ce n'est qu'une minute, et de ne pas le justifier devant qui que ce soit. Cela implique aussi de défendre ces espaces minimaux de respiration comme s'ils étaient un territoire propre, non négociable, non soumis à l'approbation ni à la compréhension des autres. Le repos est un investissement. Ce que tu offres au monde après avoir fait une pause est bien plus précieux que la version usée et réactive que tu produis lorsque tu te refuses ce droit. La discipline stoïque n'est pas seulement de tenir bon, mais de savoir quand s'arrêter à temps, quand dire « assez pour aujourd'hui » et de te maintenir dans cette décision même si la culpabilité te murmure à l'oreille. Apprends à voir tes limites comme des frontières nécessaires, non comme des échecs. Ressens le poids des exigences, mais reconnais que porter tout ne te rend pas plus fort. Cela te rend juste plus vulnérable à te briser de l'intérieur. Le repos opportun est une déclaration de dignité. Personne ne peut utiliser ton énergie sans ton consentement. Alors la prochaine fois que ton corps demandera une pause, ne négocie pas avec la culpabilité. Négocie avec ton propre avenir. Repose-toi sans te sentir en dette.
C'est le véritable acte de respect de soi que la plupart des gens ne se permettent pas. 5. Limite les attentes, gagne en clarté. Les attentes gonflées sont la principale source de ta frustration. Ce n'est pas le monde qui te déçoit, c'est toi, exigeant que la réalité s'ajuste à tes idées comme si elle te devait quelque chose. Plus tu attends, moins tu vois. Je parie que tu reconnais ce mécanisme. Tu projettes comment les autres devraient agir, comment ta journée devrait se dérouler, quels résultats tu mérites si tu fais des efforts. Et quand la vie, avec sa brutalité neutre, ne répond pas à ces calculs, tu appelles cela de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la naïveté déguisée en plainte. Le plus grand auto-illusionnement n'est pas de croire aux promesses des autres, mais de croire aux attentes que tu fabriques toi-même sans aucune base réelle. Attendre que l'environnement te lise l'esprit, que le travail soit toujours valorisé, que chaque lien fonctionne à ton rythme, c'est le chemin le plus rapide vers la déception chronique. Chaque fois que tu fixes la barre à l'extérieur, tu perds le contrôle sur ton propre état intérieur. C'est un piège. Tu remets la clé de ta tranquillité à des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Ainsi, tu deviens l'otage de l'imprévisible. Les gens répètent l'histoire selon laquelle il faut avoir de grandes attentes pour se motiver. Mensonge dangereux. Ce dont tu as besoin, c'est de clarté, pas de fantasme. La clarté est cruelle, mais elle te fait économiser des années de ressentiment. Tu veux la paix ? Arrête d'exiger de la vie un scénario qui n'existe que dans ta tête. Personne n'est venu jouer le rôle que tu as conçu dans ton imagination. Si tu attends reconnaissance, gratitude, perfection ou réponse immédiate, prépare-toi à collectionner des désillusions. C'est une mathématique émotionnelle basique. Plus tu attends, plus tu t'endettes envers toi-même. L'attente est la dette qui ne te sera jamais remboursée. Gravez cette phrase dans ta mémoire avant de continuer à hypothéquer ta tranquillité pour des illusions. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir cynique, mais lucide. Limiter tes attentes n'est pas se résigner, c'est te protéger d'un épuisement inutile. Il ne s'agit pas de baisser le niveau de ta vie, mais de cesser de parier toute ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Jusqu'à quand vas-tu tourner en rond dans le même cercle de désillusion? Chaque fois que tu t'accroches au « devrait », tu te voles la possibilité d'agir avec intelligence. Celui qui attend trop vit dans une dette constante envers la réalité. Apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui se produit simplement. C'est cela, la maturité, c'est cela, le véritable pouvoir. La clarté pèse, mais elle libère. On ne t'apprendra pas cela dans aucun manuel de développement personnel, car la vérité est inconfortable. Personne ne te doit rien, ni ta famille, ni tes amis, ni l'univers. Accepte-le, et tu verras comment le volume de ton angoisse diminue. L'autopunition de vivre en attendant que tout se passe selon ton plan est une forme de sabotage. La maturité stoïque consiste à entraîner le muscle de l'acceptation, pas celui de la résignation. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est, sans embellissement, sans distorsion. Lorsque tu limites tes attentes, tu nettoies le filtre mental qui déforme tes perceptions. Tu cesses de réagir comme un automate à chaque désenchantement et tu commences à répondre depuis la sérénité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui exige moins de l'extérieur peut donner plus de lui-même, non pas parce qu'il se contente, mais parce qu'il ne perd plus d'énergie dans des guerres impossibles à gagner. Ce n'est que lorsque tu renonces à l'addiction d'attendre trop que tu retrouves le contrôle sur ce que tu peux vraiment changer. Tes décisions, tes limites, ton attitude. Ne confonds pas clarté et froideur. C'est le plus grand acte de respect de soi. Cesser de mendier de la validation et commencer à vivre dans la réalité, pas dans la fantaisie. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu contrôles. La vérité est brutale. La plupart de tes souffrances naissent parce que tu insistes à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu te fatigues à planifier chaque détail, à anticiper les réactions des autres, à exiger des résultats parfaits et à imaginer que si tu t'efforces suffisamment, tu pourras diriger le cours de tout ce qui t'importe.
c'est une illusion coûteuse. Derrière cette tentative de contrôle se cache une anxiété constante, la peur que la vie dévie de ton scénario, la frustration qui s'accumule lorsque la réalité ignore tes attentes. Ton esprit, entraîné à chercher la sécurité dans l'extérieur, active des mécanismes de surveillance qui n'augmentent que la fatigue mentale. Tu repasses ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qui pourrait arriver si tu n'interviens pas. Et pendant que tu consacres ton énergie à l'imprévisible, tu négliges la seule chose que tu peux vraiment gouverner, tes décisions, ton attitude, tes limites. Cet élan de vouloir tout contrôler est un piège subtil. Il te fait sentir productif et responsable, mais au fond, il ne nourrit qu'un sentiment d'impuissance. Chaque fois que tu perds de vue ce qui dépend de toi, tu deviens vulnérable aux fluctuations des circonstances, esclave des émotions des autres, otage de l'incertitude. Tu ne t'en rends pas compte, mais cette habitude de surveiller ce que tu ne peux pas changer est le mauvais muscle. Tu entraînes l'inquiétude, l'anticipation et l'épuisement, au lieu de renforcer l'acceptation et l'action sur le concret. Tu n'as de pouvoir que sur ce que tu choisis et sur la façon dont tu réagis. Cette phrase devrait être tatouée dans ton esprit chaque fois que l'anxiété te pousse à essayer de contrôler le monde. La racine de ce mécanisme est psychologique. La peur de perdre le contrôle naît de la peur de la vulnérabilité, de l'erreur, de la sensation que la vie peut tourner sans te prévenir. On nous éduque à associer l'échec à un manque de prévoyance, comme si la perfection était une option réelle. Mais la vérité est autre. La vie est imprévisible, les autres ne suivent pas ton script, et le hasard ne négocie pas avec tes plans. Le stoïcisme ne t'invite pas à la résignation, mais à la clarté. Tu ne peux investir de l'énergie que dans ce qui est à ta portée, le reste est un terrain d'épuisement. La maturité émotionnelle se construit en apprenant à distinguer la limite entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres, entre l'effort utile et l'obsession inutile. Si tu ne reconnais pas cette limite, le prix sera toujours ta paix mentale. Demande-toi avec honnêteté, combien de fois es-tu resté coincé dans l'inertie d'essayer de convaincre, de corriger, d'ajuster ou de prédire ce que tu ne contrôles pas? C'est le point aveugle de la majorité. Une partie de toi croit que si tu lâches le contrôle, tout va s'effondrer, que le calme n'arrive que lorsque tout répond à tes calculs. Mais le calme réel vient de l'arrêt de la lutte contre l'impossible et de la concentration sur ce que tu peux vraiment modeler. Ton caractère, ta réponse, ta capacité à choisir face à ce qui se passe. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est retrouver la liberté intérieure. Mémorise cette phrase, car là se trouve la différence entre vivre tendu et vivre présent. La discipline la plus difficile est celle-ci, cesser d'hypothéquer ton énergie dans la tentative de manipuler l'incontrôlable et la rediriger vers ton propre processus. Tu ne peux pas changer le climat, le passé, l'opinion des autres ni le flux du temps. Mais tu peux décider comment tu réagis, à quoi tu t'accroches et ce que tu laisses aller. C'est la vraie liberté, celle qui ne dépend ni du hasard ni des circonstances, mais de ta capacité à choisir, ici et maintenant. Te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles est un acte de respect de soi, une déclaration d'intelligence émotionnelle qui te permet de cesser de vivre en dette avec la réalité. Celui qui apprend à faire cette distinction ne s'épargne pas des problèmes, mais il s'épargne de la souffrance. Ne perds pas ta vie à essayer de déplacer des pièces qui n'ont jamais été sur ton plateau. Entraîne le muscle de l'acceptation et tu verras comment, peu à peu, la tension cède et la clarté intérieure devient ton véritable refuge. 7. Pas tout mérite une réponse immédiate. Tu es en train de consulter ton téléphone pendant que tu fais la queue pour payer et 3 messages urgents du travail, 2 réclamations familiales et une notification indiquant que quelqu'un attend ta réponse dans un groupe apparaissent sur l'écran. Tu ressens la pression de répondre instantanément, comme si le monde entier était suspendu à ta rapidité. Le pouls s'accélère, l'esprit se fragmente, et même en sachant que ta réponse ne changera rien en profondeur, tu te dépêches quand même.
car il y a une sorte de mandat invisible. Tout doit être traité comme une priorité maximale. Ce réflexe n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'années d'entraînement du cerveau à réagir sans pause, transformant tout stimulus en une urgence. Mais si tu regardes de près, cette compulsion à répondre immédiatement ne te donne pas de contrôle. Elle te prive seulement de clarté. La réaction automatique devient une fuite constante d'énergie et pire encore, elle te vole la capacité de distinguer l'important de l'accessoire. L'esprit humain fonctionne selon un principe de base. Plus tu prêtes attention à des stimuli sans filtre, moins tu approfondis chacun d'eux. Le coût caché est énorme. Répondre à tout instantanément entraîne un muscle d'urgence qui te maintient coincé à la surface, incapable de faire une pause, de réfléchir ou de prioriser. L'urgent dévore l'important. Il ne s'agit pas seulement de messages, mais de la façon dont tu te rapportes à toute demande externe. Une opinion qui te dérange, un commentaire sur les réseaux, une demande inattendue. Le schéma est toujours le même. Stimulus, réaction, fatigue. La conséquence est prévisible, bien que peu de personnes la reconnaissent. Tu finis par vivre en mode réactif, hypothéquant ton attention et ton état intérieur à chaque interruption, comme si répondre rapidement était synonyme de responsabilité ou de valeur personnelle. Mais la réalité est autre. Celui qui répond à tout immédiatement finit par être esclave de son environnement et perd le pouvoir de décider où mettre son énergie. Ce mécanisme a des causes profondes. Socialement, on récompense celui qui ne laisse jamais un message sans réponse, celui qui est toujours disponible, celui qui ne se permet pas une seule minute de pause. On associe immédiateté à efficacité, réponse instantanée à engagement. Mais cette équation est toxique. L'esprit a besoin de temps pour traiter, digérer et filtrer ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. Si tu réponds à tout sans filtrer, tu te voles toi-même l'opportunité de penser, de discerner, de choisir l'impact réel de tes mots ou de tes silences. Le résultat est la fatigue cognitive. Ta capacité de concentration s'affaiblit, l'anxiété grandit et l'épuisement devient chronique. Tu ne t'en rends pas compte, mais avec chaque réponse automatique, tu cèdes un peu plus de ton propre gouvernement interne. Le stoïcisme le comprend bien. Pas tout mérite ta réaction, encore moins ta réaction immédiate. La discipline réside dans le fait de maintenir la pause, de laisser passer l'impulsion et ensuite de décider depuis le calme. Faire une pause n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre tout de suite, tu entraînes le muscle de la clarté, tu renforces ton autonomie et tu récupères le droit de filtrer ce qui mérite ton attention. La hâte est l'ennemi du jugement. Cette phrase devrait t'accompagner chaque fois que l'environnement exige de l'urgence. Seul celui qui maintient le silence peut donner une véritable réponse, pas une décharge impulsive. Le premier pas est de reconnaître le schéma. Chaque fois que tu ressens la pression de répondre, arrête-toi et demande-toi si cette urgence est réelle ou simplement héritée de l'extérieur. Le suivant est de décider. Est-ce que cela apporte quelque chose ou cela alimente-t-il simplement la chaîne de réactions vides? La plupart des conflits inutiles, des malentendus et des épuisements émotionnels naissent de réponses précipitées. Apprendre à retarder la réaction est une forme de respect de soi. Pas tout mérite une réponse immédiate. Le véritable pouvoir réside dans le choix du moment et de la manière dont nous répondons. Maintiens la pause, gagne en clarté. Tu n'es pas un reflet conditionné. Tu es la somme de tes décisions, pas de tes impulsions. 8. Accepte la réalité. Agis avec fermeté. Parfois, je me surprends à serrer la mâchoire pendant des heures, le cou tendu, les yeux fixés sur un écran qui reflète une vie que je ne contrôle pas toujours. Il y a une fatigue étrange dans les épaules, une pression qui ne disparaît pas même si je m'assois un moment pour respirer. Ce n'est pas seulement de l'épuisement physique, c'est cet épuisement qui résulte de la tentative constante de négocier avec la réalité, de chercher un angle d'où les choses feraient moins mal ou s'ajusteraient à ce que j'attendais. Le corps reçoit le message avant l'esprit, le poing fermé, la respiration courte,
les gestes brefs et mesurés, comme si chaque mouvement devait être à la hauteur d'un combat qui ne finit jamais. J'ai perdu des heures à discuter avec des faits accomplis, à revoir ce que je ne peux pas changer, espérant que le monde me donne un signe que je peux baisser ma garde. La vérité est celle-ci, la réalité ne négocie pas. Peu importe combien de fois tu réécris le scénario dans ta tête, il y a des choses qui sont simplement. Faire semblant qu'elles n'existent pas ne fait qu'aggraver le poids. Résister est une forme d'auto-tromperie qui se paie en fatigue et en frustration. Accepter la réalité n'est pas de la résignation, c'est l'acte le plus brutal d'honnêteté. Tu le vois dans des détails minimes. La notification qui ne contient pas les mots dont tu as besoin, la conversation qui se termine sans réponse, le résultat qui ne correspond pas à tes efforts. La tentation est de se battre, de chercher des coupables, d'imaginer des scénarios alternatifs. Mais le corps le sait avant toi, il se rétracte, se durcit, s'épuise. Accepter, c'est lâcher ce réflexe de se battre contre l'inévitable. C'est regarder le fait froid, le fait concret, et cesser d'investir de l'énergie à changer ce qui est déjà scellé. Les mains qui s'ouvrent au lieu de se fermer, les épaules qui se relâchent, même si la journée n'a pas changé. C'est là que commence à se libérer de l'énergie pour ce que tu peux vraiment transformer. Agir avec fermeté est l'opposé de rester paralysé face à ce qui ne peut pas être contrôlé. Il ne s'agit pas d'adopter une posture rigide, ni de se durcir pour toujours. C'est une question de concentration. Tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi, mais tu ne restes pas immobile face à ce que tu peux bouger. Le geste change. Ce n'est plus le froncement de sourcils de celui qui résiste, mais le regard clair de celui qui se permet de décider. Il y a des jours où la seule fermeté possible est de prendre une décision minimale. Répondre calmement, lâcher une attente, mettre une limite, même si la voix tremble. Le corps répond, le dos se redresse, le pas devient plus ferme, la respiration se fait plus profonde. Il n'est pas nécessaire de résoudre la vie en un seul mouvement. Il suffit de ne pas se distraire en s'épuisant dans l'impossible. L'acceptation n'est pas de la passivité, c'est le point de départ pour une action intelligente. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu es amené à vivre, pas dans la manipulation du plateau du monde. Tu peux voir quelqu'un qui n'accepte jamais rien. Il vit tendu, cela se voit dans ses gestes, dans ses longs silences, dans son incapacité à profiter du peu qui est sous son contrôle. En revanche, celui qui accepte et agit à partir de là gagne une solidité intérieure qui se perçoit même lorsque tout va mal à l'extérieur. La réalité ne demande pas la permission. C'est une phrase que tu dois garder à l'esprit lorsque l'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer. Et une autre, la fermeté, c'est choisir où mettre ta force. Au final, accepter la réalité et agir avec fermeté ne te rend pas invulnérable. Mais cela te fait économiser l'épuisement de te battre contre des fantômes. L'énergie que tu cesses de perdre dans la résistance se transforme en clarté, en action concrète, en calme, qui ne dépend pas du résultat. Cesser de négocier avec ce qui ne bouge pas est le premier pas pour faire bouger ce qui compte vraiment. C'est la véritable liberté, regarder la réalité en face, sans filtre, et décider comment tu vas répondre. Il y a une vérité inconfortable que la plupart des gens préfèrent ignorer. Si votre calme dépend du fait que tout soit sous contrôle, vous avez déjà perdu. La plupart des gens vivent piégés dans le va-et-vient des circonstances, esclaves de réactions automatiques, accros à l'approbation et terrifiés à l'idée de perdre l'équilibre lorsque l'environnement cesse d'être prévisible. La culture actuelle vend le calme comme un état qui ne se produit que lorsque tout va bien. Mais cette paix est fragile, superficielle et toujours sur le point de se briser. Celui qui confond sérénité et passivité ne comprend pas que le vrai calme est une décision féroce, une posture de force intérieure qui se forge en affrontant le chaos de face et non en s'enfuyant. Ici, nous n'allons pas romantiser la souffrance, ni te promettre des formules magiques pour éteindre tes pensées inconfortables. La réalité est que tu as besoin de discipline, d'entraînement et d'un esprit prêt à accepter ce que tu ne peux pas changer.
Le stoïcisme n'est pas pour les faibles ni pour ceux qui cherchent des excuses. C'est un mécanisme mental qui sépare l'essentiel de l'accessoire, qui t'oblige à cesser de mendier la validation et à regarder de front tes propres fractures internes. Le calme ne se négocie pas avec l'environnement, il se conquiert par la maîtrise personnelle. Personne ne peut te ravir ta paix si tu décides de la protéger avec détermination. Aujourd'hui, tu vas apprendre 8 façons concrètes de construire ce calme puissant et absolu, non pas pour devenir un spectateur passif, mais pour être quelqu'un qui décide comment répondre, même lorsque tout semble être au bord de l'effondrement. Le calme est ton plus grand outil de pouvoir. Le maintenir en toutes circonstances est la différence entre être maître de ta vie ou vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. 1. Entraîne ton esprit chaque jour. Ton esprit ne va pas se renforcer tout seul. Personne ne va venir l'entraîner à ta place. Ce que tu ne pratiques pas s'atrophie, et la faiblesse mentale est la racine de presque toutes tes crises. Les gens s'attendent à ce que la tranquillité arrive comme une sorte de récompense automatique. Mais la vérité est que le calme authentique est un résultat, pas un cadeau. Si tu prétends te maîtriser seulement lorsque le monde te frappe, tu es déjà en retard. Tout le monde veut de la résistance, mais presque personne ne supporte le poids de la discipline quotidienne. Tu n'es pas spécial. Les excuses que tu répètes, c'est juste que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est comme ça que je suis. Je commence demain. Sont les mêmes qui détruisent la volonté de millions. Il n'y a pas de progrès sans un entraînement conscient et constant. Chaque jour que tu remets à plus tard la maîtrise de ton esprit, tu l'abandonnes aux impulsions, à l'anxiété, aux habitudes toxiques qui te tirent vers le chaos. Tu ne peux pas exiger du calme lorsque tu ne l'as jamais cultivé avec de la sueur, de l'effort et de l'inconfort volontaire. L'esprit, tout comme le corps, répond à l'entraînement. Ce que tu répètes se renforce. Ce que tu évites devient une faiblesse chronique. Ta réaction automatique face au stress, à la colère ou à la frustration n'est pas un destin, c'est une conséquence de ton abandon quotidien. Si tu n'as jamais affronté le silence, si tu n'as jamais toléré l'inconfort sans chercher des distractions, si tu ne t'es jamais obligé à être présent, même lorsque tout ton système nerveux veut fuir ou exploser, alors tu n'as pas le droit de te dire fort. La maîtrise intérieure n'est pas une étiquette, c'est une dette payée par des renoncements et des décisions inconfortables. Le calme sans entraînement n'est qu'une façade. Entraîner l'esprit, c'est te défier chaque jour. Ne pas céder à la réaction immédiate, ne pas chercher le soulagement facile, ne pas te livrer à la validation des autres. Chaque fois que tu choisis la pause au lieu de l'impulsion, chaque fois que tu acceptes la réalité sans te plaindre, ni exiger qu'elle change pour te convenir, tu construis une base indestructible. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela nécessite une vigilance brutale sur tes pensées, une honnêteté inconfortable sur tes schémas, un rejet constant de l'auto-apitoiement. Celui qui cherche des excuses s'enterre vivant sous la médiocrité de ses propres limites. Ne te trompe pas. Chaque jour, tu entraînes quelque chose. Soit tu entraînes la discipline, soit tu entraînes la paresse, soit tu renforces ta capacité à choisir, soit tu renforces ton addiction à la facilité. Il n'y a pas de point neutre. Si ton esprit s'effondre face à la première difficulté, ne blâme pas le monde, blâme ta routine. Entraîne-toi à supporter le poids de l'inconfort, à accepter le vide sans le remplir de bruit, à contrôler le flux interminable de pensées inutiles qui épuisent ton énergie. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, ta vie sera le reflet de ce désordre interne. Arrête d'attendre que le calme soit une conséquence de conditions idéales. Le calme est le résultat d'une guerre silencieuse contre tes propres mécanismes faibles. Il n'y a pas de raccourci, pas de truc secret, pas de gourou qui puisse le faire à ta place. Fais ce qui est inconfortable aujourd'hui ou tu paieras des intérêts de souffrance demain. Seuls ceux qui entraînent leur esprit chaque jour peuvent maintenir le calme lorsque tout s'effondre. La discipline mentale est plus forte que n'importe quelle crise. Si tu n'entraînes pas, tu te brises. Si tu t'entraînes, tu deviens incassable. 2. Maîtrisez votre réaction face au chaos.
Un message inattendu, le trafic bloqué alors que vous êtes déjà en retard, une critique sans filtre au milieu d'une réunion. Le chaos arrive toujours de manière petite et précise, juste au moment où cela vous intéresse le moins. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un désastre monumental pour dérailler l'esprit. Il suffit de ce moment où quelque chose échappe à votre contrôle et vous sentez la tension s'installer dans votre corps, comment votre respiration se raccourcit et l'impulsion de réagir grandit à l'intérieur. Ce qui suit ne dépend pas du monde, mais des mécanismes que vous avez renforcés en silence ou de ceux que vous avez négligés pendant des années. Car face au chaos, la réaction n'est pas seulement une réponse automatique, c'est le reflet fidèle de l'entraînement ou de l'abandon que vous portez en vous. C'est ici que la plupart échouent. Ils se justifient en disant qu'ils n'ont pas pu l'éviter, comme si leurs émotions étaient étrangères, comme si la colère ou l'anxiété étaient des météorites impossibles à éviter. Mais la vérité inconfortable est que chaque décharge émotionnelle est un permis que vous vous accordez, une habitude que vous répétez parce qu'elle vous est familière, parce que céder aux premières impulsions vous épargne l'effort de vous analyser. Le chaos a la capacité de dénuder vos croyances les plus profondes. Quand tout semble aller bien, il est facile de croire que vous avez le contrôle. Quand les plans s'effondrent, il devient clair à quel point vous maîtrisez vos propres filtres mentaux. Pourquoi certains s'effondrent-ils et d'autres restent-ils fermes ? Parce que la plupart vivent en pilote automatique, réagissant selon de vieux programmes, sans s'arrêter pour remettre en question d'où vient ce besoin d'avoir toujours raison, cet élan à défendre leur ego ou cette urgence à blâmer quelqu'un d'autre. L'esprit ne fait pas de distinction entre le chaos externe et interne si vous ne l'avez jamais entraîné à le faire. Si vous réagissez avec colère, avec plainte, avec drame, ce n'est pas parce que l'environnement est trop hostile, mais parce que votre seuil de tolérance est bas et votre discipline mentale est fragile. C'est là que se joue la véritable bataille, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous choisissez de l'interpréter et de répondre. Vous n'avez pas à devenir une machine froide, mais vous devez vous interroger sur le fait que votre réaction vous renforce ou vous affaiblit. Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous renforcez l'idée que vous êtes une victime des circonstances. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous vous rappelez que vous pouvez vous maîtriser même quand tout semble vous pousser à la limite. Maîtriser votre réaction face au chaos est avant tout un acte d'honnêteté brutale envers vous-même. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de reconnaître le point exact où l'émotion surgit et de décider de ne pas vous laisser emporter par elle. Le premier élan est souvent le plus bruyant, mais il est rarement le plus sage. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Acceptez que vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais que vous pouvez contrôler votre réponse. Cela exige une vigilance constante sur vos pensées, une sorte de filtre interne qui vous oblige à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui nécessite une réponse et ce qui cherche seulement à alimenter votre ego blessé. Plus vous vous entraînez, moins vous êtes réactif. Vous n'êtes pas obligé de réagir immédiatement. La pause est votre outil le plus puissant. Décidez de ne pas être esclave de vos impulsions. Faites de la pause une habitude, pas une exception. Vous êtes autant ce que vous choisissez de tolérer que ce que vous ne permettez pas dans votre esprit. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas vous laisser enlever par elle. Lorsque vous maîtrisez votre réaction, le chaos perd sa capacité à vous définir. La véritable force est maîtrise, pas explosion. La paix se construit dans la seconde de doute avant de répondre. 3. Sépare ta valeur de la validation externe. Je te l'avoue, pendant des années, j'ai été accro à une drogue invisible. Ce n'était pas une substance, c'était quelque chose de bien plus subtil et de ce fait, plus difficile à abandonner. Je parle du poids constant de la recherche d'approbation, de ce besoin insatiable que le monde me dise que je faisais les choses correctement, que j'avais de la valeur, que j'étais suffisant. Le problème, c'est que ce mécanisme s'installe silencieusement. Il commence par de petits gestes, par le désir d'un regard, par l'attente d'un message, par la recherche désespérée d'applaudissements ou au moins d'un signe que tu existes pour les autres.
Ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que tu cèdes ce contrôle, tu deviens un otage. La validation externe te donne un soulagement momentané, mais en même temps, elle te fragilise. C'est une dette émotionnelle que tu ne termines jamais de rembourser. Chaque fois que tu liais ta valeur à ce que les autres pensent, tu renforçais l'idée que tu as besoin de permission pour te sentir en sécurité, pour te sentir en paix avec toi-même. En décomposant cela, la racine est simple mais brutale. Tu entraînes ton esprit à dépendre. Lorsque ton estime de soi fluctue selon le jugement ou l'indifférence des autres, le sol sous tes pieds n'est jamais ferme. Les éloges deviennent ton carburant et la critique, une condamnation. Analyse comment fonctionnent tes pensées. Tu calcules tes mots pour plaire. Tu filtres ton comportement par peur du rejet. Tu ajustes tes opinions pour t'intégrer, même si cela te coûte un peu de te trahir. Ce qui semble être une adaptation est en réalité une autocensure constante. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est de la peur déguisée en diplomatie. Ainsi, tu remets ta tranquillité à la volatilité des opinions des autres. Tu ne peux pas construire le calme sur des fondations qui ne te sont pas propres. Au fond, la validation externe est un piège mental qui te vole ton pouvoir. Lorsque tu en dépends, ta tranquillité devient fragile. Il suffit d'une critique, d'une omission ou d'un commentaire ambigu pour que tes certitudes s'effondrent. C'est ce mécanisme qui soutient l'anxiété sociale, l'insécurité chronique et la sensation d'être toujours en dette envers l'environnement. Chaque fois que tu permets à un regard ou à un mot de déterminer ton état intérieur, tu renforces un schéma d'esclavage émotionnel. Ce n'est pas une exagération, c'est une mathématique psychologique. Si ta valeur dépend de variables hors de ton contrôle, tu n'auras jamais de contrôle réel sur ton esprit ni sur ton calme. L'alternative est inconfortable, mais c'est la seule qui vaille. Séparer ta valeur de la validation externe exige une rupture avec cet entraînement automatique. C'est un processus inconfortable car cela implique de décevoir, de déranger ou même de perdre l'approbation de ceux qui t'entourent. Mais voici la vérité simple. Tu es libre seulement lorsque tu n'as plus besoin des applaudissements de quiconque. Si ton estime repose sur l'intérieur, aucune critique ne peut te fracturer. Ce que pensent les autres est une donnée, pas un jugement. Tu n'es pas ta réputation, tu n'es pas le reflet des attentes des autres. Ta tranquillité est un investissement interne et délibéré, pas un prêt que le monde peut révoquer à sa guise. Mettre cela en pratique quotidienne nécessite un filtre mental impitoyable. Chaque fois que tu ressens l'urgence de chercher reconnaissance, arrête-toi et demande-toi si ce besoin renforce ou affaiblit ton caractère. La reconnaissance authentique ne doit jamais être le moteur, seulement une conséquence. Si ta mission est de plaire, ta vie sera une chaîne de concessions. Si ta mission est d'être intègre, le véritable calme sera à toi-même au milieu du rejet ou de l'indifférence. Personne ne peut te donner ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. L'approbation qui compte est celle qui résiste au silence et à la solitude. La véritable liberté commence le jour où tu cesses de demander la permission d'être toi-même. 4. Affronte l'inconfort sans résistance. Tu traverses une rue sous le soleil de midi et l'asphalte semble fondre sous tes pieds. L'air est dense, chaque pas pèse le double, les vêtements collent à la peau et la sueur te brûle les yeux. Tu pourrais chercher de l'ombre, tu pourrais faire demi-tour et remettre ton destin à plus tard, mais tu choisis d'avancer, ressentant chaque inconfort avec une brutalité claire. Il n'y a pas de raccourci, pas de refuge, juste le chemin et la certitude que l'inconfort ne disparaîtra pas parce que tu l'ignores. C'est ainsi que fonctionne l'esprit face à l'inconfort. La réaction automatique est de fuir, de se distraire, d'amortir. Mais seulement lorsque tu choisis de traverser cette chaleur mentale, sans chercher un soulagement immédiat, tu commences à entraîner la véritable résistance. L'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le maître que tu n'as jamais demandé, mais dont tu as le plus besoin. La plupart des gens passent leur vie à construire des routines pour éviter tout contact avec l'inconfort. Ils s'entourent d'amortisseurs, le téléphone, la nourriture, la conversation superficielle, tout ce qui peut masquer le poids d'exister sans distraction.
Le résultat est une vie anesthésiée où chaque petit désagrément se transforme en crise. Mais l'inconfort a une valeur cachée. C'est l'espace où les fractures du caractère deviennent visibles. Et tu peux, si tu es brutalement honnête, commencer à les réparer. Observe ton corps lorsque tu fais face à l'inconfort. Les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le regard cherche une échappatoire. C'est un théâtre physique de l'esprit qui résiste à ce qu'il n'aime pas. Mais cette résistance est précisément la racine de l'anxiété et de la souffrance. Plus tu te bats contre l'inévitable, plus tu t'épuises et moins tu apprends. L'inconfort, accepté sans résistance, devient un outil de transformation. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour la douleur, ni de glorifier la souffrance inutile, mais de comprendre que la véritable sérénité n'apparaît que lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Chaque fois que tu choisis de t'asseoir avec l'inconfort, sans rien altérer, sans exiger qu'il change, ton esprit apprend qu'il peut supporter le poids sans se briser. C'est à cet instant, lorsque tu continues à respirer lentement, malgré l'urgence de fuir, que la maîtrise intérieure commence à s'installer. Le véritable entraînement se produit lorsque tu décides de rester un peu plus longtemps dans l'inconfort. Ne pas fuir une conversation difficile, tenir ces secondes supplémentaires dans le froid ou dans le silence, supporter le désir d'interrompre le vide avec des distractions. C'est là que se renforce le muscle du calme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de résister sans te durcir. L'inconfort accepté sans lutte se transforme en clarté. Les émotions cessent d'être des menaces et deviennent des données que tu peux observer sans peur. Si ton premier instinct est d'éliminer l'inconfort, ta vie sera dictée par l'évasion. Mais si tu peux être présent au milieu du malaise, sans chercher d'excuses ni d'anesthésie, tu deviens une personne qui ne se brise pas face à l'inattendu. Le calme, c'est rester là où les autres fuient. La tranquillité, c'est accepter la chaleur de l'asphalte sans fantasmer sur l'ombre. L'inconfort est le maître silencieux de la maîtrise personnelle. Ne demande pas à la vie d'être facile. Entraîne-toi à devenir quelqu'un d'impossible à briser. 5. Pratiquer la pleine conscience à chaque instant. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est le seuil entre être maître de son esprit ou esclave de ses habitudes. Chaque fois que vous vous laissez distraire, chaque fois que vous vous perdez dans des pensées automatiques, vous offrez des minutes de votre vie au néant. Voulez-vous savoir pourquoi vous vous sentez anxieux, pourquoi le calme vous échappe? Parce que vous vivez en pilote automatique, piégé dans des boucles de souvenirs inutiles et d'anticipation qui ne se réalisent jamais. Il n'y a pas d'excuse. L'attention est une capacité que vous décidez d'entraîner ou de laisser pourrir. Arrêtez de répéter que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. C'est de l'auto-tromperie. Ce que vous appelez distraction constante n'est que de la paresse mentale déguisée en normalité. L'esprit inattentif est un terreau fertile pour le chaos. Chaque fois que vous laissez vos pensées vagabonder sans contrôle, vous ouvrez la porte à l'anxiété, à l'irritation et à la fatigue. Vous vous trompez en croyant que vous pouvez faire 1000 choses à la fois, mais vous ne parvenez qu'à fragmenter votre énergie et à affaiblir votre volonté. Personne ne devient fort en vivant dans la dispersion. La pleine conscience est la discipline inconfortable d'être ici, de résister à la tentation de fuir vers des fantasmes ou des préoccupations. C'est regarder en face ce qui se passe, sans filtre, sans anesthésie, sans manipuler la réalité pour qu'elle corresponde à vos désirs. Il ne s'agit pas de devenir un robot, ni de forcer l'esprit à être vide, mais de prendre le contrôle brutal de ce que vous laissez entrer et de ce que vous décidez d'alimenter avec votre attention. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que la pleine conscience est une pratique réservée à des moments spéciaux, lorsque vous méditez ou lorsque tout est silencieux. Mensonge. L'entraînement réel se déroule au milieu de la circulation, au bureau, dans le bruit et l'inconfort. Vous vous entraînez maintenant ou jamais. Si vous ne pouvez pas être présent en lavant la vaisselle, vous ne le serez pas non plus lorsque la vie exigera de vous de la fermeté.
L'esprit indiscipliné se cache derrière des excuses. Je n'ai pas le temps. Je me laisse facilement distraire. C'est comme ça que je suis. Ce sont des phrases de défaite, non de quelqu'un qui veut maîtriser son destin. La pleine conscience est une décision que l'on prend à chaque geste, à chaque mot, à chaque pensée que vous choisissez de ne pas suivre. Voici une vérité qui dérange. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Le monde est conçu pour capturer votre esprit, le programmer avec des stimuli et des notifications, vous vendre l'illusion que vous pouvez vous fragmenter sans conséquence. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes complice. Chaque fois que vous cédez à l'impulsion de vérifier votre téléphone, d'interrompre le présent avec une préoccupation, vous renforcez le muscle de la déconnexion. Le coût est élevé. Un esprit qui ne sait pas être ici est un esprit faible, vulnérable et manipulable. La pleine conscience est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant du contrôle personnel. Prenez vos responsabilités. Le calme que vous recherchez commence au moment où vous choisissez d'être présent. Le passé n'existe plus, le futur est un pari. Vous n'avez que la brutalité de l'instant présent. La pleine conscience n'est pas une technique, c'est une déclaration de guerre contre la dispersion chronique. Ne vous définissez pas par l'esprit automatique que vous avez hérité. Entraînez le muscle de la présence jusqu'à ce qu'il devienne votre état naturel. Arrêtez de chercher des échappatoires. Confrontez le moment avec toute votre présence. L'esprit concentré est invulnérable. La pleine conscience est pouvoir en état pur. 6. Utilisez le silence comme outil de pouvoir. Le silence n'a jamais été un refuge confortable. C'est un outil de pouvoir que la plupart sous-estiment parce qu'ils en ont peur. Le bruit constant, tant externe qu'interne, est devenu la norme parce que l'esprit faible ne supporte pas de se confronter à lui-même sans distraction. Lorsque vous êtes incapable de tolérer le silence, vous montrez que votre calme dépend de l'anesthésie et non de la maîtrise. L'inconfort du silence est qu'il vous confronte à vos mécanismes les plus primitifs. L'urgence de parler pour combler les vides, le besoin d'expliquer tout, l'impulsion de réagir à tout stimulus. Mais c'est là, dans cette pause inconfortable, que surgit la véritable force. Celui qui apprend à habiter le silence découvre qu'il n'a pas besoin de répondre à tout, qu'il n'y a aucune obligation de justifier chaque émotion, ni de participer à tous les jeux de validation des autres. Le silence n'est pas absence ni passivité, c'est une décision consciente de ne pas alimenter l'inutile. Chaque fois que vous choisissez de vous taire alors que vous pourriez vous défendre ou impressionner, chaque fois que vous filtrez ce que vous pensez avant de l'offrir au monde, vous entraînez un muscle mental que la plupart ne développent jamais. Le silence est un filtre brutal. Il laisse passer l'essentiel, retient l'impulsif, dénude ce qui compte vraiment. Et c'est ici que le conflit interne apparaît. L'esprit réagit parce qu'il déteste le vide, parce que dans le silence remontent les doutes, les insécurités, les comptes à régler avec vous-même. Vous ne recherchez pas le bruit par plaisir, mais parce que le silence vous confronte à ce que vous ne voulez pas voir. L'addiction à parler, à vous justifier, à remplir chaque instant de mots ou de stimuli, n'est qu'un masque pour éviter de regarder en face ce qui se cache derrière la façade. Utiliser le silence comme outil de pouvoir exige une honnêteté inconfortable. C'est accepter que tout ce que vous pensez ne mérite pas d'être exprimé, que toute émotion n'a pas besoin d'être partagée, que votre valeur ne se mesure pas à la quantité d'opinions que vous jetez au monde. Observez votre impulsion à interrompre, à expliquer, à participer à des discussions inutiles. Là se cache la peur, l'insécurité, une dette émotionnelle que vous essayez de régler avec des mots. Mais chaque fois que vous choisissez le silence délibéré, vous désaccoutumez votre esprit au vice de la réactivité. Vous lui montrez qu'il peut supporter l'inconfort de ne pas avoir le dernier mot, et que votre paix ne dépend pas de contrôler la narration externe. Il y a un pouvoir réel dans la pause. L'esprit qui se retient gagne. Le mot que vous ne lancez pas vous épargne des conséquences. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Entraîner ce niveau de discipline commence par le petit.
Ne pas répondre à l'impulsion de se défendre immédiatement. Ne pas remplir les conversations d'explications inutiles. Ne pas toujours chercher le dernier mot. C'est un exercice de résistance psychologique. Supporter la pression interne de vouloir intervenir. Et, au contraire, maintenir la posture ferme de celui qui sait que le silence communique aussi. Parce que se taire n'est pas se museler. C'est choisir quand et comment agir, depuis la maîtrise et non depuis l'automatique. Le silence inconfortable est l'espace où l'esprit apprend à ne pas être esclave des impulsions. Le calme puissant se cultive dans cet espace entre stimulus et réponse, où seul celui qui supporte le silence peut observer la véritable origine de ses réactions. Si vous n'êtes pas capable d'être en silence avec vous-même, vous serez vulnérable à toute provocation, à toute critique, à tout bruit externe. Le silence est la preuve ultime que l'esprit est entraîné à ne pas céder le contrôle. Maîtrisez le silence et vous maîtriserez la conversation interne. L'esprit fort ne craint pas le vide. Il l'habite et le transforme en pouvoir. 7. Priorisez l'essentiel plutôt que le passager. Vous ouvrez l'application de messages et voyez des dizaines de notifications, la plupart sans importance, certaines urgentes seulement en apparence. Pendant que vous répondez, un appel entre et vous oblige à traiter un problème qui ne vous appartient pas. Le café refroidit pendant que vous naviguez entre les courriels et qu'un réseau social vous lance la dernière tendance, vous poussant à penser que vous devez tout savoir, donner votre avis sur tout, être partout. Mais sous cette avalanche de stimuli, la sensation d'oppression et de vide grandit. Chaque petite interruption vous éloigne de ce qui compte vraiment. Voici comment fonctionne le mécanisme. L'essentiel est écrasé sous la tyrannie du passager et l'esprit devient esclave de l'immédiat. Voici le plus grand ennemi du calme, l'incapacité de filtrer, de décider avec une brutalité honnête ce qui mérite votre énergie et ce qui ne fait que la consommer. La plupart des gens vivent piégés dans le mirage de l'urgence. Ils confondent activité et but, réaction et avancée. La journée s'écoule dans des tâches qui ne font qu'alimenter l'anxiété d'être occupé, mais qui construisent rarement quelque chose qui dure. L'esprit indiscipliné se laisse entraîner par la dernière nouveauté, perdant de vue ce qui soutient réellement la vie. Des relations solides, la santé mentale, des projets qui vous transforment, des valeurs qui ne changent pas avec le climat social. Le prix de cette dispersion est élevé. Vous finissez fatigué, insatisfait, et pire encore, avec la sensation d'avoir perdu le contrôle sur votre propre existence. Si vous ne décidez pas de l'essentiel, le monde le décidera pour vous, et son critère sera toujours votre faiblesse, pas votre force. La racine du problème est mentale, pas logistique. Le désordre extérieur est le reflet de la confusion intérieure, ne pas savoir distinguer le permanent de l'éphémère, le précieux du trivial. Sans ce filtre, tout stimulus est un ordre et toute urgence extérieure devient votre priorité. Entraîner l'esprit à prioriser est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est se poser avec froideur, cela contribue-t-il à mon but ou ne fait-il que remplir le vide du moment? La plupart évitent cette question car elle exige des renoncements inconfortables. Dire non à ce qui est populaire, mettre des limites là où il n'y avait auparavant que complaisance, accepter que le temps est un compte à rebours. Celui qui ne priorise pas se disperse. Celui qui se disperse perd toute capacité de maîtrise. Lorsque vous avez clairement défini l'essentiel, la sérénité devient automatique. Vous n'avez plus besoin de dépenser de l'énergie à vous justifier ni à poursuivre ce qui ne vous concerne pas. L'esprit entraîné à l'essentiel supporte le passage des modes, des crises et des changements d'environnement sans perdre son axe. Voici la phrase emblématique: l'urgent est un voleur déguisé en importance. Chaque fois que vous choisissez l'essentiel plutôt que le passager, vous renforcez le muscle de l'autocontrôle et vous vous rapprochez du calme inébranlable. La discipline ne réside pas dans le fait de faire plus, mais dans l'ignorance de ce qui n'apporte rien. Voici la stratégie que peu osent appliquer. Filtrer sans pitié
refuser l'accès à ce qui ne renforce pas, supporter l'inconfort de rester en dehors de la conversation superficielle. Il ne s'agit pas de vous isoler, mais de choisir avec une précision chirurgicale où vous mettez votre attention, votre temps et votre énergie. Lorsque vous faites de l'essentiel votre centre de gravité, tout le reste perd son pouvoir sur vous. La vie s'éclaircit et le chaos devient juste du bruit de fond. Le calme est le résultat naturel de la priorisation de ce qui définit votre caractère et de laisser mourir ce qui n'a jamais été indispensable. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider de ce qui pèse et de ce que vous lâchez. L'esprit fort est sélectif. Il choisit ce qui reste, lâche ce qui passe. 8. Fais du calme un choix conscient. Je confesse que pendant longtemps, ma réaction face à tout bouleversement était un tremblement intérieur difficile à dissimuler, même si à l'extérieur, je feignais une contenance que je ne ressentais pas. Un message inattendu, une nouvelle qui perturbait mes plans, le ton inconfortable d'une conversation suffisait à ce que ma mâchoire se tende et qu'un léger tremblement s'installe dans mes mains. Je devenais spectateur de mon propre corps, remarquant le pouls accéléré, les pensées débridées et cette urgence enfantine que tout revienne sous contrôle. À ces moments-là, le mot « calme » me semblait un luxe étranger, un état réservé aux gens avec moins d'exigences ou de problèmes. Je me trompais en pensant que la tranquillité était une conséquence et non une décision. Mais la réalité est que chaque geste, chaque respiration superficielle, chaque regard nerveux était la preuve exacte que j'avais choisi, même par omission, de ne pas maintenir le calme. Maintenant, je vois avec une clarté presque brutale que le calme n'arrive ni par accident, ni par génétique. C'est un choix inconfortable, fait au moment précis où tout en toi veut répondre au vieux schéma, serrer les dents, élever le ton, chercher des coupables ou fuir. Le corps envoie des signaux, les épaules se haussent, la voix tremble légèrement ou se durcit, la respiration devient courte et saccadée. C'est là, dans cette seconde où l'on ressent le poids de l'inconfort, que tu as l'opportunité de choisir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'auto-assistance vide. C'est un acte conscient. Tu détends la mâchoire, tu expires plus lentement, tu observes l'impulsion de réagir et tu décides de ne pas céder. Le calme est un muscle qui s'active sous pression. La plupart attendent de ressentir la paix pour agir avec maîtrise. La vérité est que tu agis d'abord avec maîtrise, et c'est ainsi que le calme apparaît. Choisir le calme ne signifie pas nier ce qui te dérange, ni abandonner la fermeté. C'est regarder en face ce qui se passe, sans dramatiser ni minimiser, et décider que tu ne vas pas offrir ton énergie à ce que tu ne peux pas contrôler. C'est un processus qui se ressent sur la peau. Quand tout en toi veut discuter, tu choisis d'écouter et de soutenir le regard, même si à l'intérieur, la tension brûle comme un feu lent. Quand le monde te pousse à l'urgence, tu choisis de te déplacer plus lentement, répondant avec clarté et économie de mots. C'est inconfortable, oui. L'inconfort est le prix du calme conscient. Mais ce prix est toujours inférieur à celui de perdre le contrôle et de regretter ensuite l'épuisement émotionnel. Le quotidien est rempli de petites épreuves. La file qui avance plus lentement, la critique déguisée en conseil, l'erreur personnelle qui te laisse exposer. Si tu t'observes, tu verras comment le corps veut toujours devancer l'esprit, cherchant la sortie la plus rapide. Mais ce même corps peut être ton ancre si tu lui apprends, par des actes concrets et répétés, que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la décision interne de ne pas réagir aux premières impulsions. La maîtrise commence par une pause. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu as cessé d'être esclave de tes mécanismes automatiques. Personne ne choisira le calme pour toi. Personne ne va t'installer un bouton de sérénité qui fonctionne sous pression. C'est ton travail, chaque jour, de faire face à l'inconfort et de décider que ta paix n'est pas à vendre. Rends-le visible, respire plus profondément, ralentis le rythme de tes gestes, contrôle le regard et la posture même quand à l'intérieur, il y a tempête. Ne cherche pas à paraître calme, sois-le, même si c'est difficile.
Transformer le calme en un choix conscient est le plus grand acte de rébellion dans un monde qui glorifie la réaction et le drame. Choisis le calme, même si cela fait mal. Ce n'est qu'ainsi, avec chaque petite décision, que tu deviens le maître absolu de ton état intérieur.